niveau des chefs d'État, nous pourrons mettre un point final sur ce conflit, que les troupes rwandaises qui sont sur notre territoire souverain se retirent définitivement de la République démocratique. Un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés comme le M23 l'a fait, qui occupe illégalement des territoires, qui contribue à des massacres, n'a aucune légitimité de se faire et de s'octroyer le titre de porte-parole d'une population quelconque. En République démocratique du Congo, nous admettons que nous avons un défi avec les FDLR. C'est tout autre chose qu'un gouvernement qui nie jusqu'à présent sa présence avérée sur un territoire souverain. Notre vision de la diplomatie, c'est une diplomatie qui identifie ses intérêts et qui les défend. Nous admettons qu'il y a un défi au Nord Kivu, que ce ne serait pas judicieux d'avoir un retrait de la MONUSCO. La RDC a donc revu entre-temps sa perception de la MONUSCO. Il y a eu des frustrations des deux côtés et il y a eu des hauts et des bas. Mais malgré ces hauts et ces bas, je reviens quand même sur cette responsabilité-là de nous assurer que ce soit un départ responsable et un départ durable. Il y a l'Angola qui a annoncé pour la semaine prochaine une rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi et son homologue Paul Kagame. Qu'attend la RDC de cette rencontre? Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du processus de Luanda. Le processus de Luanda qui est facilité, piloté par le président João Lourenço de l'Angola. Nous espérons qu'avec cette rencontre et ce sommet au niveau des chefs d'État, donc les 3 chefs d'État, à savoir le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses homologues angolais et rwandais, que nous ayons l'aboutissement de ces efforts du processus de Luanda qui devraient nous aider à mettre fin au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. La constellation de cette réunion nous montre qu'il ne s'agit pas d'un conflit congolais, mais plutôt d'un conflit entre 2 pays. La réalité du terrain nous le montre aussi. Le groupe des experts des Nations Unies parle de près de 4000 troupes rwandaises. Et donc nous espérons qu'à travers cette facilitation et à travers cette réunion au niveau des chefs d'État, nous pourrons mettre un point final sur ce conflit et pourrons tourner la page définitivement. Nous pourrons avoir aussi les mesures et les engagements de toutes les parties pour que la République démocratique du Congo réassume pleinement le contrôle de tout son territoire national et donc que les troupes rwandaises qui sont sur notre territoire souverain, sans invitation et en violation du droit international, se retirent définitivement de la République démocratique du Congo. Vous venez encore de contester la version du Rwanda, à savoir que ce qui se passe dans l'Est est un problème purement congolais, entre Congolais. Mais que pensez-vous de l'intention ou de l'objectif que le M23 dit vouloir défendre, à savoir faire rentrer des Congolais qui, à un moment donné de l'histoire, ont dû quitter le territoire et qui sont désireux maintenant de revenir? Alors, quand il s'agit de Congolais qui sont déplacés, on doit faire une distinction entre 2 types de déplacés. Nous avons les déplacés internes. Et il s'agit de près de 7 millions de déplacés internes. Je pense qu'il y a quelques statistiques d'organisations internationales qui parlent de au moins un tiers de ces déplacés ayant dû se déplacer à cause de la crise du M23. Donc vous voyez déjà que l'argument du M23 quand même est assez fallacieux de parler de déplacés qui devraient retourner et en même temps d'occasionner le déplacement de millions de Congolais. Mais ça, ce sont les déplacés internes. Et ensuite, nous avons les déplacés qui ont quitté la République démocratique du Congo et donc qui sont des réfugiés. Et c'est là où il est important de rappeler les cadres internationaux dans lesquels nous opérons. La République démocratique du Congo, pays membre des Nations Unies, participe au processus de la tripartite avec le Rwanda, le HCR et la RDC. C'est le seul cadre et l'unique cadre à travers lequel le retour de personnes déplacées à travers des frontières internationales peut être facilité. Un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés comme le M23 l'a fait, qui occupe illégalement des territoires, qui contribue à des massacres, n'a aucune légitimité de se faire et de s'octroyer le titre de porte-parole d'une population quelconque. Et surtout pas d'une population déplacée. Il y a des cadres légaux, internationaux et nationaux qui nous donnent la méthode, si vous voulez, mais aussi les mandats respectifs pour clarifier justement cette question
hautement sensible et importante des retours de personnes déplacées, que ce soit des réfugiés ou des déplacés internes. Ce n'est pas le rôle d'un groupe armé, surtout pas d'un groupe armé qui lui-même occasionne le déplacement de millions de Congolais et de Congolaises. Alors, sur le plan diplomatique, cette crise perdure quand même depuis plusieurs décennies, on va dire. Qu'est-ce que la diplomatie a déjà permis d'engranger concrètement sur ce conflit? D'abord, tout conflit a plusieurs dimensions et donc toute solution à un conflit doit avoir plusieurs dimensions. La diplomatie n'en est qu'une. Il y a plusieurs autres ramifications sur lesquelles le gouvernement congolais travaille, sur lesquelles aussi d'autres acteurs travaillent, y compris ceux de la communauté internationale. Quand nous parlons du rôle spécifique de la diplomatie dans la solution et la recherche de solutions durables à ce conflit et à ces cycles de conflits, il faut rappeler que la République démocratique du Congo, en tant que membre des Nations Unies, justement, à travers sa diplomatie, peut engager des conversations au plus haut niveau international sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Elle peut interpeller les instances qui sont appelées à préserver la paix et la sécurité internationale, à commencer par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Petite parenthèse, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine existe depuis maintenant 20 ans. Et juste en novembre, la République démocratique du Congo a assumé pour la première fois dans son histoire la présidence de ce conseil. Dans le cadre de cette présidence, j'ai facilité une réunion avec mes homologues membres du Conseil de paix et sécurité, précisément sur la question du travail du Conseil de paix et de sécurité et comment est-ce que ces outils pourraient être utilisés pour mieux assurer une paix à travers le continent africain. Et donc, ce sont pour nous, en tant que diplomates, nos armes. Les engagements que les pays prennent dans des organisations internationales, dans des organisations régionales, et justement d'utiliser ces engagements-là comme des arguments pour une plus grande redevabilité. Engager des conversations avec toutes les parties prenantes, que ce soit des membres permanents du Conseil de sécurité qui, eux, ont une position privilégiée, on doit se le dire, privilégiée parce qu'ils ont le droit de veto, privilégiée parce qu'ils sont permanents. Donc, les saisir et les interpeller sur ce rôle et cette responsabilité qu'ils ont, tout comme nous interpellons et nous interagissons aussi avec des pays frontaliers, des pays frères, des pays avec lesquels nous sommes dans des organisations sous-régionales. C'est ça le travail de la diplomatie. Vous avez dit deux choses importantes concernant le Conseil de sécurité et le rôle de ces acteurs au niveau de ce creuset. Certains ont déjà réagi. La France a demandé au Rwanda de se retirer. Les États-Unis l'ont fait. L'Allemagne n'est pas membre détenteur de droit de veto au Conseil de sécurité, mais l'Allemagne aussi a pris position. Chaque fois, ces acteurs rappellent à la RDC de cesser son soutien au FDLR. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ce soutien va être arrêté pour que le Rwanda se sente rassuré? Il y a une différence très importante sur laquelle j'insiste toujours quand je parle de la question des FDLR. Cela n'a jamais été la politique de la République démocratique du Congo d'appuyer les FDLR. Donc quand nous parlons d'un soutien aux FDLR, nous parlons de cas isolés. Nous parlons de cas, quand ils sont avérés, sanctionnés et poursuivis. Des soldats congolais qui prêtent main isolés, forte. mais ce n'est jamais la politique du gouvernement de la République démocratique du Congo d'appuyer les FDLR. Mais ils agissent dans l'intérêt de la RDC. C'est tout autre chose quand un État frontalier à la République démocratique du Congo envoie 4000 troupes. Ça, c'est une politique. On ne va pas me dire que 4000 militaires bien équipés traversent une frontière internationale à l'insu de leur commandant. Et c'est ça la différence. En République démocratique du Congo, nous admettons que nous avons un défi avec les FDLR. Nous admettons aussi qu'il faut y trouver une solution. Tout d'abord, parce que les FDLR posent une menace à nos populations. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de leur donner, si vous voulez, ou de les tolérer, de tolérer leur présence, surtout quand elle représente une prédation à l'encontre de nos populations civiles. C'est tout autre chose qu'un gouvernement qui nie jusqu'à présent sa présence avérée sur un territoire souverain. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui montre aussi la posture des deux parties dans le processus de paix. Nous ne nions pas la problématique des FDLR. Le Rwanda, jusqu'à présent, et vous l'avez dit aussi, nie sa présence malgré le fait
que ses partenaires, certains de ses partenaires les plus stratégiques, l'ont interpellé publiquement, malgré le fait que le groupe des experts des Nations Unies a prouvé et dans ses rapports a parlé d'une présence des forces armées rwandaises. Ça, c'est une politique. Le Rwanda parle en effet de mesures de défense et ne reconnaît pas Il n'a rien de officiellement... défensif. Il n'a rien de défensif à 4000 militaires qui sont dans un territoire souverain qui n'est pas le vôtre. Ça, c'est de l'offensive, c'est de l'occupation. Il n'y a rien de défensif. Et concernant les voisins, les autres voisins, l'Ouganda, par exemple, semble n'inspirer aucune confiance aux citoyens congolais qui disent que le Rwanda l'Ouganda joue un rôle trouble ou flou dans cette affaire. Est-ce que vous pensez que l'Ouganda soutient le Rwanda dans cette crise dans l'Est de la République démocratique du Congo? Nous sommes en partenariat avec l'Ouganda dans le cadre de l'opération Shuja, l'opération qui cible justement le démantèlement des ADF, un groupe armé étranger, un groupe armé qui a ses origines en Ouganda. Et ces opérations ont été évaluées à plusieurs reprises, même récemment dans des réunions conjointes entre les deux forces armées des deux pays. Et donc, je pense que la différence ici, c'est que nous sommes dans un dialogue continu et constructif avec nos partenaires ougandais. Nous avons des objectifs que nous avons délimités ensemble et il y a justement la capacité, la possibilité, la volonté des deux côtés d'avoir un échange constructif, même quand il y a des défis qui se dessinent. Et donc, dans cette logique-là, nous restons engagés avec l'Ouganda dans le cadre de l'opération Shuja et dans le cadre aussi d'autres projets, à savoir des projets d'infrastructure et dans la perspective d'avoir un partenariat franc, un partenariat gagnant-gagnant, mais aussi un partenariat où on se dit certaines vérités quand il y a des préoccupations tout à fait légitimes de nos populations et donc de voir comment les soulever et y trouver des solutions. Le président américain Joe Biden en visite en Angola. Diplomatiquement, il ne devait pas aussi visiter la République démocratique du Congo? La visite en Angola était une visite qui avait déjà été annoncée il y a plusieurs mois, qui a dû être reportée. Ce qui est important et ce que nous devons retenir de la visite du président Biden, c'est que son dernier jour était consacré à une question régionale, à savoir celle du corridor de Lobito. Et donc, à cette réunion et ce mini-sommet, si vous voulez, ou ce forum, ont participé d'autres chefs d'État, à savoir celui de la République démocratique du Congo, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le vice-président de la Tanzanie, justement pour se pencher sur la question du corridor de Lobito, qui est un projet d'infrastructure à caractère intégrant pour la sous-région. Nous nous sommes réjouis de la présence du président Biden en Angola, mais aussi de son ouverture thématique au-delà de l'Angola sur la question du corridor de Lobito. L'infrastructure a été inaugurée officiellement donc à Luanda, mais les ressources transportées viendraient de la République démocratique du Congo. Malgré cela, vous pensez que ce n'est pas gênant qu'il ne soit pas arrivé en RDC? Encore une fois, c'est les États-Unis qui ont décidé que c'était peut-être le plus réaliste, le plus faisable aussi en termes de calendrier extrêmement chargé. Mais je peux vous dire, puisque j'étais aussi sur place, que l'occasion de cette visite en Angola a aussi donné l'opportunité à toutes les parties prenantes de parler de questions extrêmement stratégiques au-delà de la question du corridor de Lobito. Justement. Les deux chefs d'État se sont entretenus sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Que se sont-ils dit? Bon, je ne vais pas entrer dans le secret des chefs d'État, mais alors, la question du corridor de Lobito, comme je l'ai dit, était au centre de l'échange, mais évidemment, la question de la stabilisation du l'Est de la République démocratique du Congo a été évoquée en bilatéral. Les États-Unis d'Amérique ont exprimé leur souhait et leur appui justement pour que le processus de Luanda aboutisse à une paix durable. La République démocratique du Congo, évidemment, ce sont nos frères, nos mères, nos pères, nos cousins, nos oncles, nos tantes qui sont les premières victimes de cette guerre. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, il y avait une entente entre les deux chefs d'État sur l'importance d'une paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, d'un engagement politique ferme
que cet engagement soit aussi un engagement réciproque par toutes les autres parties prenantes, dans l'espoir justement qu'une paix durable pourrait nous aider à tourner la page sur le conflit et nous concentrer aussi à l'est de la République démocratique du Congo, comme nous le faisons dans d'autres parties du Congo, sur le développement durable, sur les investissements, sur les infrastructures, et pour que nous puissions aussi laisser la population locale jouir des richesses. Est-ce que vous avez bon espoir qu'avec Donald Trump, le nouveau président élu des États-Unis, que la RDC recevra du soutien dans le conflit avec le Rwanda? On dit les hommes partent, les institutions restent, et nous nous inscrivons dans cette logique et dans cette perspective. Je ne vais pas spéculer sur les priorités géostratégiques et politiques d'une administration qui ne s'est pas encore complètement constituée. Mais encore une fois, nous avons toujours eu de très bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. Je n'ai aucune raison d'en douter ou de douter que nous n'allons pas nous inscrire dans une continuité. Ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de jalons qui ont déjà été posés et que même quand il y a eu d'autres changements, ces jalons-là ont été maintenus et ce travail a continué. Donc, des investissements aussi stratégiques que le corridor de Lobito, je ne pense pas qu'on puisse tourner le dos à cela aussi vite que cela et je ne pense pas que ce soit dans nos intérêts mutuels. Les questions de paix et de sécurité, encore une fois, comme je l'ai dit au début, ce sont des questions qui sont fondamentalement ancrées dans nos constitutions respectives, dans nos engagements internationaux respectifs. Et donc là encore, nous avons espoir et nous nous attendons à ce que nos partenaires, ceux qui sont en phase de reconstitution politique et où les dispensations politiques sont en train de changer, restent quand même dans la logique de leur État qui a défini leur relation avec le reste du monde. Donc nous n'avons aucun souci et nous nous réjouissons de continuer à bâtir nos relations avec tous nos partenaires. Je sais qu'il y a d'autres pays où il y a des élections qui s'annoncent et donc c'est pour cela que ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète. Toujours dans la résolution des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo, il y a la RDC qui a porté plainte devant la Cour africaine de droits de l'homme basée à Arusha. Qu'en attendez-vous? Nous attendons que le droit international soit respecté. Et c'est pour cela que je disais aussi au début, toute crise est multiforme à plusieurs dimensions. J'ai parlé de mon domaine, celui de la diplomatie. Il y a un domaine de la défense, il y a un domaine économique, mais il y a aussi une dimension légale et juridique. Et dans ce contexte-là, justement, la République démocratique du Congo a tous les éléments qui prouvent que les actes constitutifs, l'acte constitutif de l'Union africaine, par exemple, a été violé, qu'il s'agit d'une violation de notre intégrité territoriale. Et c'est pour cela que nous devons mobiliser les mécanismes en place pour assurer une redevabilité. En tant qu'État, et nous devons toujours nous rappeler que nous sommes, en tant que ministres, nous représentons un État. En tant qu'État, on prend des engagements. Ce sont des engagements légaux. Et on ne le fait pas avec légèreté. Tout comme nous pensons à la perspective, et nous espérons évidemment que nous allons signer un accord de paix pour la République démocratique du Congo au moins, cet accord de paix, ce n'est pas juste une simple signature, ce n'est pas juste un bout de papier. Tout comme la Charte des Nations Unies, tout comme tous les engagements internationaux et régionaux que nous avons pris, ne sont pas des simples bouts de papier. Et c'est pour cela que nous entamons aussi ces démarches-là, pour montrer que nous y tenons et pour mettre à l'épreuve les autres qui les ont signés. Et que nous sachions qui d'entre nous le fait avec sérieux, avec conviction, et pour qui est-ce que ces engagements représentent seulement des morceaux de papier. Vous insistez sur les engagements internationaux. Comment se positionne la République démocratique du Congo sur le plan diplomatique, sur les grands défis? On parle beaucoup de climat, il y a eu la COP récemment, et la RDC est un maillon important en ce qui concerne la protection du climat. Mais il y a une redistribution un peu des cartes sur le plan diplomatique, beaucoup de changements. Nous avons évoqué l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Il y a la guerre dans l'Est de l'Europe. Donc voilà, quelle est la démarche diplomatique
de votre pays, la République démocratique du Congo? Un pays comme la République démocratique du Congo est au cœur de toutes ces solutions, mais très souvent est le sujet et pas le protagoniste. Et nous voulons changer cela. Notre vision de la diplomatie, c'est une diplomatie qui identifie ses intérêts et qui les défend. Nous avons une place à la table et donc nous voulons l'utiliser pour nos intérêts, parce que c'est ça aussi la politique. Le gouvernement congolais avait annoncé à la population congolaise que la MONUSCO pliera bagage d'ici la fin de l'année. Mais entre-temps, la MONUSCO a été priée de rester. Madame la ministre, qu'est-ce qui a conduit à ces changements? Le plan de désengagement de la MONUSCO est un plan qui a été structuré en 3 phases principales. Et c'est le document qui a été signé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO, et donc qui prévoit ces 3 phases. Ce plan-là ne prévoyait pas une date butoir spécifique pour le départ de la MONUSCO. Donc la date initiale qui avait été proposée et projetée pour la fin de cette année, si vous voulez, était un objectif, mais n'était pas définitif ou arrêté dans ce document. Le document, par contre, il prévoit une séquence de départ. Commencer par la province du Sud Kivu, ensuite la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Nous avons conclu le départ de la MONUSCO au Sud Kivu en fin juin 2024. Et donc les 2 phases qui restent sont les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Vous connaissez la situation qui prévaut au Nord Kivu, qui rend un départ de la MONUSCO difficile. Pourquoi? Parce que nous voulons que ce soit un départ responsable, un départ durable. Nous ne voulons pas avoir un retrait ou un départ de la MONUSCO qui exacerbe des risques ou des vulnérabilités déjà établies. La MONUSCO est là sous mandat du Conseil de sécurité et donc elle est là parce que le Conseil de sécurité estime qu'il y a un risque à la paix et à la sécurité internationale. Et en effet, il y a ce risque-là. Quand vous avez 4000 militaires rwandais, il y a ce risque-là. Donc un départ immédiat de la MONUSCO du Nord Kivu, comme cette séquence le prévoit, serait en fait nous exposer, nous en tant que pays, et exacerber certains risques que nous avons déjà établis. Et donc les réflexions que nous menons maintenant, c'est de voir comment est-ce que nous restons dans cet élan du départ de la MONUSCO, comment est-ce que nous tirons les leçons apprises du Sud Kivu pour rester dans cette dynamique et comment est-ce que nous devons réadapter cette séquence Nord Kivu, Ituri, de manière à ce que nous ne restons pas figés sur la situation actuelle au Nord Kivu. Et ce sont les discussions qui sont en cours. Je ne veux pas trop spéculer sur l'aboutissement et je ne veux pas trop spéculer sur la forme que le nouveau mandat de la MONUSCO aura, mais c'est aussi la responsabilité du gouvernement de la République démocratique du Congo de s'assurer que ce départ soit responsable, de s'assurer que ce départ soit durable. Nous ne voulons pas un départ de la MONUSCO pour ensuite avoir d'autres problèmes. Un aspect aussi très important, c'est que la MONUSCO nous aide aussi dans cette situation de conflit qui prévaut en particulier au Nord Kivu, d'avoir justement une meilleure couverture sur la présence des forces armées rwandaises. Elle nous permet justement d'avoir une plus grande visibilité aussi sur ce qui se passe et des rapports qui sont plus objectifs, si vous voulez, et qui peuvent être présentés au Conseil de sécurité, qui ne sont pas perçus comme des rapports venant uniquement de la République démocratique du Congo et donc subjectifs. Et ça, c'est extrêmement important, d'avoir la MONUSCO comme témoin et de responsabiliser à travers la MONUSCO la communauté internationale. La RDC a donc revu entre-temps sa perception de la MONUSCO, parce qu'au début, quand l'annonce était faite, c'était que la MONUSCO ne servait pratiquement à rien, qu'il valait mieux que la mission parte. Vous savez, ce sont des relations très compliquées parfois. Ce sont des relations très compliquées. Je ne vais pas nier le fait qu'il y a eu beaucoup de moments où nos attentes n'ont pas été, honorées. Il y a eu des frustrations des 2 côtés et il y a eu des hauts et des bas. Mais malgré ces hauts et ces bas, je reviens quand même sur cette responsabilité-là de nous assurer que ce soit un départ responsable et un départ durable. Madame la ministre, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Nous ne finirons pas sans parler des missions diplomatiques de la RDC à l'étranger. D'après certaines informations, il y aurait des problèmes de financement. Comment est-ce que vous veillez au bon fonctionnement de ces missions diplomatiques qui sont au service
des Congolais de l'étranger. Tout à fait, qui sont au service des Congolais de l'étranger et qui sont au service de toute la nation. C'est un travail d'équipe en toute transparence. Ce n'est pas un travail que le ministère des Affaires étrangères fait en silo et en solo. Nous le faisons ensemble avec d'autres ministères, le ministère des Finances, le ministère du Budget. Et donc, il y a tout un travail qui a déjà été amorcé avec mes deux collègues, le ministre d'État, ministre du Budget et le ministre des Finances, pour repenser justement comment nous assurons une meilleure prise en charge de nos ambassades. Certaines de ces choses peuvent être résolues avec des réponses, si vous voulez, techniques. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux mécaniser le tout, on peut mieux informatiser le tout, et nous sommes déjà en train de travailler là-dessus. Et d'autres ont besoin d'approches et de réflexions un peu plus long terme. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut mieux rentabiliser certaines de nos missions diplomatiques. Il y a des missions où nous avons de grands espaces. Comment est-ce que nous pouvons construire nos propres ambassades pour réduire les coûts? Comment est-ce que nous pouvons générer des recettes? Et donc tout cela est une innovation, si vous voulez, où ce sont des innovations dont nous avons besoin pour une diplomatie agissante, performante du 21e siècle, qui sont des défis qui n'existaient peut-être pas dans la même manière quand tout cela a été conçu il y a plusieurs décennies. Et donc, nous veillons justement sur, tout d'abord, une réponse à court terme, dans l'immédiat, pour répondre vraiment aux besoins et aux urgences. Mais aussi à long terme, nous avons besoin d'une stratégie qui nous aide à mieux stabiliser et mieux gérer ces besoins-là de manière durable. Quelle est l'identité du Congolais aujourd'hui à l'étranger? Le Congolais est comme un diamant avec plusieurs facettes. Et son identité, en fait, c'est cette richesse-là. Et chacun et chacune des Congolais et des Congolaises à l'étranger se distingue par sa richesse culturelle, par son identité unique, mais aussi par ce qui nous lie tous en tant que Congolais et Congolaises, c'est notre amour pour notre patrie. On vient du nord, sud, de l'est, ouest, on adore le Congo, nous sommes Congolais. C'est peut-être là le grand point en commun, mais dans tout cela, nous sommes toujours riches en diversité, nous sommes toujours riches en nuances, en perspectives, en profondeur. Et c'est ça qui fait la beauté et le caractère unique du Congolais et de la Congolaise à l'étranger et en République démocratique du Congo. Madame la ministre, merci beaucoup de vous être prêtée à nos questions. Merci à Nous vous. sommes à la fin de cet entretien. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci.